Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Nous sommes en direct sur Décideurs TV et MyTF1 News. Comme chaque mardi de 12h30 à 13h, nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Thibaut Guilly, directeur général de l'ARES, l'Association pour la réinsertion économique et sociale, et Jacques Dasnois, délégué général du MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux. Messieurs, bonjour. 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 Alors, on l'a souvent évoqué dans les décideurs de l'emploi, la génération Y, ces jeunes de 20 à 30 ans, eh bien, ils ont des attentes professionnelles différentes de leurs aînés. Les nouveaux actifs veulent s'amuser, progresser rapidement, passer moins de temps au travail et encore sauver le monde. Alors, est-ce que l'économie sociale et solidaire, l'ESS pour les intimes, eh bien, peut-elle répondre à leurs attentes ? Peut-on faire carrière en étant solidaire? C'est ce que nous allons voir ensemble. Et pour commencer, Jacques Dasnois, je me tourne vers vous. En 2012, l'économie sociale et solidaire a fait son entrée au gouvernement, un signe de son poids grandissant dans notre économie. Un simple chiffre, aujourd'hui, l'ESS représente 10,3% de l'emploi total en France. Qu'est-ce que cela recouvre? Sur quels critères une activité est désignée comme faisant partie de l'économie sociale et solidaire? Eh bien, l'économie sociale et solidaire, les entreprises sociales, ce sont d'abord des entreprises qui s'efforcent de placer l'efficacité économique au service de l'intérêt général. Ce qui caractérise ces entrepreneurs, c'est évidemment la prise de risque, c'est l'innovation, c'est l'envie de faire aboutir une idée, comme tout entrepreneur, mais tout en consacrant l'ensemble de leur énergie, de l'activité de leur entreprise au service du bien commun, au service de l'intérêt général. Donc ce sont finalement des entreprises qui œuvrent dans des champs extrêmement divers, qui sont des entrepreneurs qui gèrent des hôpitaux, qui gèrent des maisons de retraite, qui gèrent des crèches, qui sont très actifs dans tous les métiers de la croissance verte. Je pense au recyclage, je pense à la production d'énergie renouvelable, au circuit court, et ce sont aussi des entrepreneurs qui s'efforcent de lutter contre toutes les formes d'exclusion. Donc finalement, ça recouvre l'économie sociale et solidaire recouvre un champ d'activité extrêmement divers et qui recouvre finalement l'ensemble de l'économie française. Alors justement, Thibaut Guilly, Jacques Dasnois est en train effectivement de nous dire que l'ESS n'est pas cantonné à un petit secteur. Est-ce qu'en effet, tous les secteurs de l'économie peuvent être concernés ? Tous les secteurs de l'économie peuvent être concernés et d'ailleurs sont concernés à quelques exceptions près. Finalement, ce qui caractérise, et ce que disait Jacques, c'est la finalité que donne l'entrepreneur, le chef d'entreprise et l'entreprise elle-même à son rôle, à son activité. C'est en même temps cette finalité sociale ou environnementale qu'on va rechercher dans la manière dont on va mettre en œuvre notre projet d'entreprise, dans des activités extrêmement diverses et variées. Et c'est aussi une façon de faire, une façon de concevoir le entreprendre ensemble à l'intérieur de nos projets. Dans des secteurs extrêmement variés, par exemple sur ARES, on est un des pionniers sur le transport écologique de marchandises, on est aussi fortement développé sur tout ce qui est économie circulaire avec les enjeux de recyclage d'à peu près tous les secteurs, mais on va pouvoir retrouver dans l'hôtellerie, la restauration, dans les services à la personne, dans des services industriels, la présence d'acteurs importants de l'économie sociale et solidaire. Et alors, quel est le statut en général des organisations de l'économie sociale et solidaire? L'ARES est une association, mais je crois que justement, il y a une spécificité. Les statuts qui ont souvent caractérisé l'ESS, nous on dit que ce n'est pas les statuts qui font la vertu, c'est vraiment la façon dont on fait des choix et dont on envisage la finalité et l'impact économique, social et environnemental de notre entreprise. Nous, pour ARES, effectivement, la holding de tête, c'est une association qui en fait est là pour garantir le projet social et le caractère non lucratif de notre projet. Mais on a 8 entreprises dont la majorité sont des sociétés commerciales comme n'importe quelle autre entreprise qui œuvrent sur des marchés dans les conditions de la concurrence habituelle. Simplement, notre objectif à nous, c'est de recruter des personnes qui sont en difficulté et de les remettre sur pied de manière à ce qu'elles puissent se retrouver dignité et autonomie.
Jacques Dasnois, au sein du MOVE, justement, les membres du MOVE sont des entreprises classiques, justement, donc qui ont une structure juridique telle qu'on peut l'avoir dans le secteur. Alors, comment faut-il d'ailleurs l'appeler? Le secteur privé, opposé à l'ESS, ou non, c'est une mauvaise comparaison? De quoi, comment en fait, nos adhérents... le secteur classique? En fait, nos adhérents peuvent être à la tête d'associations, de coopératives, d'entreprises d'insertion, mais aussi de SAS ou de SARL, comme l'a dit Thibault, sont surtout les pratiques qui font l'entrepreneuriat social et pas les statuts, même si la diversité des statuts en France est une chance, puisque ça permet d'initier son projet voilà, avec les bons outils. Nos adhérents sont vraiment voilà, d'une diversité absolument extrême. Leur obsession, leur engagement, c'est vraiment de mettre l'efficacité économique au service de l'intérêt général, de s'astreindre à un certain nombre de règles, notamment en termes de lucrativité, c'est-à-dire qu'ils ne s'interdisent pas de faire en sorte que l'entreprise soit rentable, bien au contraire, moi je souhaite au MOVE qu'on ait des entreprises qui soient en excellente santé économique, mais par exemple, la rentabilité est au service du social, du projet social de l'entreprise et pas au service d'actionnaires, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de réintégrer l'ensemble de la rentabilité des bénéfices au sein de l'entreprise. Par ailleurs, ce sont souvent des dirigeants qui s'astreignent à une échelle limitée des salaires, ça peut être 1 à 3, 1 à 4, 1 à 10, encore une fois pour faire en sorte que cette rentabilité soit bien au service du projet social de l'entreprise. Timo Guigny, est-ce que c'est si facile de réconcilier l'utilité sociale et l'efficience économique? Rien n'est évident de toute façon quand on parle de piloter et puis de développer une entreprise, mais je voudrais franchement pas opposer en tout cas ESS et entreprise classique. J'ai longtemps adhéré au Centre des jeunes dirigeants et qui depuis de très longues années milite et développe cette logique de la performance globale, c'est-à-dire qu'une entreprise a à s'attacher aux 4 piliers de la performance qui sont évidemment la performance économique, la condition de sa pérennité et qui lui donne les capacités de son développement, mais aussi son impact en matière environnementale, sociale et sociétale. Est-ce que c'est simple? Non. Est-ce que c'est possible? Oui. La performance sociale, pour nous, on l'aperçoit comme un outil justement de développement et de création d'une performance économique. Les deux performances ne sont pas antithétiques. C'est pas on fait de l'économique d'un côté et on va faire un petit peu de social de l'autre. Ça, c'est une vision, je dirais, un petit peu dépassée de l'entreprise. Et d'ailleurs, l'émergence des logiques de responsabilité sociale des entreprises contribue à mettre de plus en plus au cœur ces enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux au cœur de la stratégie des entreprises. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire? Est-ce qu'il y a encore des mentalités à changer, des modes de fonctionnement à faire évoluer? Oui, mais en tout cas, on considère être des pionniers pour essayer de faire avancer l'ensemble de l'économie dans ce sens-là. Et ce qui est important de noter, c'est que nous, on est très attachés à la preuve par l'exemple. Des entreprises sociales, il y en a des centaines en France. Elles prouvent au quotidien qu'il est possible de concilier la question sociale et la question économique, que ce n'est pas du tout antinomique. Et je voudrais surtout insister aussi sur une chose, c'est que ce n'est pas une énième bizarrerie française, bizarrerie franco-française, l'entrepreneuriat social. Il y a des entreprises sociales partout en Europe, partout dans le monde, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Corée également. Donc c'est un mouvement de fond mondial qui place encore une fois voilà, cette notion de rentabilité économique au service de l'intérêt général. Alors, je vous parlais en introduction bien des attentes de cette génération Y, ces jeunes actifs âgés entre 20 et 30 ans. Ils veulent progresser rapidement, sauver le monde, donc donner du sens à leur activité, mais il y a quand même cette notion de progression rapide. Et est-ce que justement, voilà, il y a une culture de management managériale propre à l'ESS et est-ce qu'elle répond à ces attentes de la nouvelle génération? D'abord, c'est vrai que cette attente, elle est extrêmement forte. Le MOVE on a organisé il y a 2 semaines un événement à la Business School de Marseille, Catch Business School, où on a réuni 500 étudiants autour de l'entrepreneuriat social, autour d'entrepreneurs sociaux. Je pense que si on avait organisé le même événement il y a 4 ans, on aurait eu 10 fois moins d'étudiants. Donc c'est vrai que c'est une manière d'entreprendre qui plaît, parce qu'elle permet de concilier l'aventure entrepreneuriale, elle permet de concilier la réussite individuelle avec le bien commun, avec l'intérêt général. Il y a de plus en plus de formations qui forment les futurs cadres de ces entreprises sociales. Il y a énormément d'entrepreneurs comme Thibault qui interviennent dans les écoles ou dans les universités pour pouvoir témoigner de leur parcours. Après, est-ce qu'il y a une culture managériale particulière? Je pense que
Dans les entreprises sociales, on peut avoir des responsabilités très rapidement. On est souvent bien formé, parce que les entreprises sociales sont très attentives à la formation. Et puis surtout, les entreprises sociales apportent du sens à des compétences qu'en tant que candidat, on pourrait apporter aussi. Thibaut Guilly, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Au sein d'ARES, mais je pense que dans la plupart de ces entreprises sociales, je dirais la culture managériale, les basiques du management, il faut les retrouver. On va retrouver les mêmes dans n'importe quelle entreprise. Ce qui est évidemment peut-être plus important, plus essentiel, c'est que les gens qui nous rejoignent sont d'abord particulièrement attentifs à rejoindre un projet social dont l'authenticité et l'efficacité doivent être évidentes et présente et visible dans la mise en œuvre au quotidien, puisque c'est un élément de motivation, enfin d'attractivité, de motivation et de fidélisation de nos collaborateurs qui est très important. Bref, on ne peut pas tricher avec la vocation sociale de notre entreprise. Ensuite, et ça répond peut-être à cette envie de sauver le monde, mais qui n'est pas propre seulement aux 20-30 ans, mais je pense à la grande majorité de nos citoyens. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il faut pouvoir donner des perspectives. On n'est pas tous des Mères Teresa ou des Abbé Pierre, et donc chacun attend aussi de pouvoir trouver un équilibre entre la vie perso et puis la vie professionnelle, une possibilité aussi de faire carrière, en tout cas de développer ses compétences et d'avoir le sentiment de pouvoir les exprimer et les développer. Je prendrai un exemple, on a effectivement beaucoup de candidats des grandes écoles ou de l'université qui cherchent à rejoindre des entreprises comme ARES. Ça commence au bas de l'échelle parce que c'est sur le terrain. Alors, on va justement voir ça dans notre prochaine rubrique. Excusez-moi de vous couper, mais justement, voilà, est-ce qu'on peut réellement faire carrière dans l'économie sociale et solidaire? Quels sont les postes à pourvoir? C'est juste après le jingle. Thibaut Guilly, je vous laisse du coup continuer. Voilà, quels sont les postes à pourvoir peut-être au sein de l'ARES et ailleurs? On vous écoute. Donc, dans les postes qu'on va retrouver dans une entreprise sociale ou une entreprise d'insertion, sous toutes ses formes, ça va être finalement tous les postes habituels d'une entreprise. Le pilotage des fonctions financières est extrêmement exigeant, commercial, paye, RH, où on va retrouver, je dirais finalement, la recherche des compétences qui sont essentielles au bon fonctionnement d'une entreprise. Dans les spécificités, évidemment, la part peut-être au développement la capacité à gérer des partenariats et de la conduite de projets avec des parties prenantes extrêmement nombreuses, que ce soit évidemment tout ce qui est puissance publique, les collectivités, l'État, à qui on rend des comptes et avec qui on travaille aussi main dans la main, et puis la capacité à inventer, innover et développer des partenariats avec les entreprises. Ça, c'est peut-être un savoir-faire qu'on va développer beaucoup plus fortement dans nos structures. Et puis ensuite, il y a, je dirais, le management intermédiaire, des postes de chef d'équipe, de responsable d'exploitation, qui vont devoir savoir cultiver en même temps cette performance opérationnelle qui est recherchée et qui est évidemment essentielle dans toute entreprise, à commencer par les nôtres, mais en même temps cette fibre pédagogique, cette capacité à pouvoir accueillir, adapter, ajuster la réalité des opérations aux capacités, aux aptitudes de personnes qui souvent ont été fragilisées par la vie. Jacques Dasnoy, peut-être au sein du MOVE, vous avez une vision un peu transversale de peut-être quels sont les métiers les plus en tension, les secteurs les plus en tension dans l'économie sociale et solidaire. En fait, les métiers en tension que l'on retrouve dans nos entreprises sont les mêmes que dans l'économie, dans la grande économie, si je puis dire. Les entreprises sociales qui gèrent des hôpitaux ont besoin de recruter des infirmiers et des infirmières et des médecins. Des entreprises qui ont des activités de... Qu'est-ce qu'un hôpital qui ferait partie de l'économie sociale et solidaire? Qu'est-ce qui le distingue d'un autre? Eh bien, c'est un hôpital d'abord qui ne fait pas de distinction entre ses patients, au contraire d'une clinique privée, par exemple, qui accueille tout le monde et pas les patients en fonction indépendamment des revenus. Et en même temps, ce n'est pas un hôpital public puisqu'il est géré de manière privée, c'est une initiative privée. Donc la différence se situe essentiellement là. C'est-à-dire que les prestations sont gratuites ou... L'idée est de pouvoir délivrer les mêmes prestations, la même qualité de prestations à tout le monde, quels que soient ses revenus.
D'accord. Pour un prix qui est fixe ou... Pour le prix de journée classique que l'on retrouve dans un hôpital public. Très bien. Et donc, vous disiez, dans ces hôpitaux, eh bien, on a les mêmes besoins. On a les mêmes besoins. On a besoin d'infirmières, on a besoin d'infirmiers, on a besoin de médecins. On a des entreprises qui ont besoin également de recruter des commerciaux, puisqu'encore une fois, elles n'évoluent pas dans une bulle. Elles attaquent le marché. Elles sont en concurrence avec d'autres entreprises privées lucratives. Bien sûr, d'entreprises. Bien sûr, absolument. Je pense notamment à Etikable, qui est une coopérative qui produit du chocolat, du café, du thé de manière équitable, qui rémunère justement les petits producteurs de pays d'Amérique latine notamment, et qui récemment a recruté une armée de commerciaux pour pouvoir placer ces produits dans les grandes essiènes de la grande distribution, et ça marche très bien. Vous pouvez trouver leurs produits aujourd'hui dans le supermarché ou dans la supérette en bas de chez vous. Donc voilà, on va dire que les besoins finalement sont les mêmes que pour n'importe quelle autre entreprise, avec l'exigence de sens que Thibaut décrivait tout à l'heure. Et quels sont les types de contrats? Voilà, on a souvent l'image peut-être d'un secteur un peu précaire. Est-ce que eh bien, tout le monde est en CDD ou eh bien, il y a aussi des CDI dans l'économie sociale et solidaire? Je pense que cette image d'un secteur assez précaire, elle provient essentiellement de cette vision du contrat aidé. Le contrat aidé étant plutôt un contrat qui vise à servir de tremplin pour les personnes qui justement sont en précarité ou n'ont pas de travail. Mais sinon, dans l'ESS de manière générale, enfin dans nos entreprises, on recherche des professionnels, on recherche des compétences et on recherche évidemment des gens qui vont s'engager à nos côtés pour la longue durée. Et donc, ça se fait le plus généralement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Évidemment, on recherche évidemment à faire en sorte que... Vous, par exemple, au sein de l'ARES, vous êtes combien de salariés? On est 420 salariés aujourd'hui. Oui. Et donc, combien sont en CDI? On en a 120 qui sont en CDI, puisque notre mission à nous, en fait, c'est des entreprises d'insertion. Oui. Et donc, on a 3/4 de nos collaborateurs qui sont en parcours, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de tremplin. L'objectif, c'est qu'en moins de 2 ans, les personnes sans abri, en situation de handicap ou qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, puissent se former, retrouver confiance, redévelopper leurs capacités, leurs compétences, et ensuite on les place, on les accompagne pour trouver un emploi durable dans une autre entreprise pour pouvoir recruter à nouveau une autre personne. Donc c'est notre mission que de faire ça. L'ensemble après d'ailleurs des professionnels et du personnel d'encadrement, lui est en CDI, je dirais à 99%. On attache aussi une importance particulière à accueillir des apprentis de manière à former aussi les jeunes de demain dans notre secteur et puis aussi plus largement accompagner cette mission essentielle qui est de favoriser l'accès à l'emploi des jeunes aujourd'hui. Et vous intervenez dans quel secteur d'activité justement? Vous parliez de ces micro-entreprises que vous créez. Est-ce que vous avez des spécificités? Par exemple, je citerai peut-être les deux dernières entreprises qu'on a créées. L'une qui s'appelle La Petite Reine, en partenariat avec un grand groupe qui s'appelle Star Service, qui est le leader français du dernier kilomètre, pour développer sur la région Île-de-France un service de transport de marchandises avec des vélos à assistance électrique ou des Kangoo Z2, enfin, voilà, pour être précis. L'objectif étant de proposer une solution de transport de marchandises 100% écologique. Donc, on cherche ensuite après derrière des professionnels de l'exploitation, du transport, mais toujours avec cette fibre humaine, cette fibre pédagogique qui est absolument essentielle, puisque l'objectif est que cette activité économique soit le support d'une réinsertion. Et puis la dernière, on l'a montée avec Norbert D'Entresangles et on est dans le secteur de la logistique e-commerce, donc la logistique avec de la préparation de commandes informatisée, assez moderne et qui offre la possibilité à des personnes en situation de handicap de pouvoir remettre le pied à l'étrier. Alors, la réinsertion, justement, à partir de quel moment on parle de personnes en situation, effectivement, à réinsérer? C'est après une période longue de chômage? Comment vous le définissez?
Oui, on s'adresse, vous savez, on vit dans un pays où on a quand même un petit peu plus de 5 millions de chômeurs et vous voyez que le noyau dur, en fait, des personnes qui n'ont pas travaillé depuis 2, 3, 4, 5 ans est de plus en plus solide. Et nous, en fait, on s'adresse à ces personnes-là qui sont vraiment très éloignées de l'emploi et qui, à un moment donné, ne trouvent plus la porte de sortie. Alors, sur quel type de poste pour ces gens-là? C'est des postes de préparateurs de commandes, de valoristes, de chauffeurs-livreurs. On est sur les postes de production. L'idée étant qu'à travers ces activités de production, les gens puissent rebondir. C'est pour ça que la place à la formation est extrêmement importante chez nous. On consacre 6% en fait de notre masse salariale à la formation de nos collaborateurs. Alors, vous faites partie du mouvement des entrepreneurs sociaux. L'emploi, eh bien, il peut être en effet salarié, mais il peut aussi se créer lui-même par ces entrepreneurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez apparaître en effet de plus en plus d'entrepreneurs sociaux? On voit de plus en plus de personnes qui souhaitent effectivement fonder dans leur entreprise. Nous, on en est ravis puisqu'on est persuadés qu'en France, il faut davantage d'entrepreneurs. Et si ça peut être davantage d'entrepreneurs sociaux, c'est encore mieux. En fait, on voit aussi bien des personnes qui ont pu être salariées dans une entreprise sociale et qui, à un moment, ont leur propre projet et souhaitent créer leur entreprise. On voit aussi beaucoup de jeunes sortis d'universités, de grandes écoles, qui ont envie d'entreprendre et, comme on le disait tout à l'heure, ont envie de concilier l'aventure entrepreneuriale avec cette notion d'intérêt général, souvent d'ailleurs en utilisant les nouvelles technologies, les potentialités du numérique qui aujourd'hui ont un potentiel extrêmement fort en termes d'impact social ou environnemental, pour peu qu'elles soient arrimées à un projet économique qui soit viable. Et puis on voit aussi des cadres de grands groupes qui ont développé leurs compétences d'entrepreneurs au sein de grands groupes, souvent dans ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, parce qu'aujourd'hui on a certains grands groupes qui accompagnent leurs salariés dans la création de leur entreprise et qui là aussi ont envie de fonder une entreprise sociale. C'est le cas par exemple d'un entrepreneur qui est adhérent au MOVE, qui s'appelle François Goodenough, qui a été cadre pendant de nombreuses années chez Airbus et qui a fondé Websourd, donc qui est une entreprise sociale qui permet aux personnes sourdes de mieux se mouvoir dans leur environnement quotidien. Donc effectivement, on a une nouvelle génération d'entrepreneurs sociaux qui émergent aujourd'hui en France et je pense qu'on peut s'en féliciter, c'est bien pour notre pays. Alors comment justement faire le saut ou opérer cette reconversion? C'est ce que nous allons voir dans notre dernière rubrique, les conseils aux candidats. Et tout d'abord Thibaut Guilly, j'aurais cette question, sauver le monde, voilà. Est-ce que c'est fun ou c'est du sérieux? Je dirais que c'est un petit peu les deux. Enfin, nous, d'abord, en tout cas, à Arès, on aime bien faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, pour reprendre ce fameux proverbe ou cette jolie phrase. Non, c'est d'abord une histoire sérieuse dans le sens où on ne peut pas, quand on adresse quand même des problématiques qui sont terribles, qui sont de faire reculer un certain nombre d'injustices, de faire face à des situations humaines et individuelles qui parfois sont extrêmement compliquées, extrêmement dures. Et donc, ça nous oblige en fait à être dans une culture du professionnalisme, de la performance pour pouvoir apporter des réponses les plus concrètes, les plus efficaces possibles à chacun de nos collaborateurs qui font que ça nous tire en même temps vers le haut, mais ça nous oblige aussi vraiment à aller vers le haut. Maintenant, derrière, il y a cette communauté, en tout cas, de l'ensemble des collaborateurs autour d'un projet social qui est partagé, qui est vécu, qui est incarné. Et donc ça, c'est quelque chose qui donne une force et finalement qui permet finalement à chaque collaborateur de mieux conjuguer ses aspirations profondes, ses motivations, ses valeurs avec l'envie de développer ses propres compétences et puis de servir un projet efficace. Voilà. Et puis alors, pour ce qui est du fun, il faut savoir aussi se marrer un petit peu. Et puis d'ailleurs, s'amuser et se marrer, surtout quand on a pas mal de boulot ou qu'on fait face à des situations parfois un petit peu délicates, l'humour est un des meilleurs remèdes et en tout cas absolument essentiel. En tout cas, il a une place très importante à Arès. Quelles sont les bonnes questions à se poser avant de décider de rentrer dans ce secteur qui, en effet, a quand même, vous nous l'avez dit, une couleur qui lui est propre. Ouais. Quelles sont les bonnes questions à se poser? Je pense que c'est d'abord découvrir, se donner les moyens de le découvrir, ce secteur.
aller sur les salons de l'entrepreneuriat, aller sur les salons liés à l'innovation, aller rencontrer les entrepreneurs. Partout, vous trouverez des villages économie sociale et solidaire où vous pouvez rencontrer ces entrepreneurs, savoir ce qu'ils font, comment ils ont bâti leur modèle. Sans doute qu'ils sauront se montrer inspirants. Moi, je les connais bien et c'est vrai que c'est un bonheur de travailler avec eux. C'est extrêmement stimulant. Après, il existe des formations au-delà de la compétence qu'on souhaite, sa compétence propre, son métier propre qu'on souhaite développer. Il existe de plus en plus de formations dans les grandes écoles et l'université pour mieux découvrir également ce modèle de l'entrepreneuriat social. Et puis je pense que comme dans tout métier, voilà, il faut faire ce qu'on a envie, ce qui nous fait plaisir. Et puis si on a envie de concilier, d'apporter ses compétences, son expertise à une entreprise tout en cherchant du sens, l'entrepreneuriat social est fait pour vous. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Décideurs de l'Emploi. Merci, à bientôt.